Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la Voix des Grands Lacs. Et ce soir, je suis, comme tous les mardis soirs, je suis avec notre invité, notre euh, membre de notre studio, en fait, membre de notre chaîne, Monsieur Nico Sengimana, le docteur Nico Sengimana, politologue, qui est venu une fois de plus nous aider à décortiquer, à décrypter et à analyser des sujets ayant trait à la situation dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous parlerons une fois encore de la RDC et du Rwanda, du conflit qui oppose nos deux pays. Alors, le sujet du jour, c'est que tout simplement, on parle de l'accord de paix de Washington, on parle des négociations de Doha qui devraient aussi confirmer le cessez-le-feu entre la RDC et les rebelles du M23 AFC, supplétifs de l'armée rwandaise et du Rwanda en général. Mais malgré tout, ce cessez-le-feu n'a pas tenu et les affrontements continuent au nord comme au sud Kivu. On parle même maintenant d'affrontements où le Rwanda et les rebelles utiliseraient le lac Kivu et le lac Édouard pour aller combattre les FARDC et les gens supposés être des Wazalendo. Mais en fait, c'est l'armée congolaise qui est agressée et suivie, harcelée par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Alors, nous allons, comme tous les mardis soirs, vous présenter une chronique qui n'est pas trop longue, qui a une longueur. Disons qu'à 20 heures, on aura fini cette émission. C'est notre objectif. On verra si c'est possible. On a donc 30 minutes, un peu plus, un peu moins. Et l'essentiel, c'est qu'on vous présente une bonne émission et avec un contenu solide. Parce qu'on ne fait pas venir un docteur en sciences politiques pour raconter des blabla, comme on dit. Il va nous faire l'analyse de la situation actuelle en partant de certains articles de médias internationaux comme RFI, mais aussi de communiqués officiels de l'armée congolaise qui va montrer l'ampleur justement de ce phénomène de paix, mais une paix qui n'est pas solide, qui ne tient pas debout. On utilisera le terme qui est contenu dans l'entête de notre émission. Parce que nous considérons que c'est une paix en trompe-l'œil. L'expression trompe-l'œil, vous savez ce que c'est. On a l'impression que c'est bon, c'est grand, mais en fait, c'est tordu, ça répond pas à l'image que vous vouliez vous faire de ce que vous qualifiez de paix ou de voilà. Donc nous allons avec notre frère Nico Sengimana analyser cette situation. Avant cela, je vais lui demander de vous dire bonjour et éventuellement après je lui passe la parole pour s'il a un message particulier avant d'entrer dans le vif du sujet. Monsieur Docteur Nkiko Sengimana, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ndagijimana. Merci de m'inviter à- à ta radio, télévision, hein, assez régulièrement pour pouvoir discuter justement des problèmes de politique de manière générale dans la sous-région, hein, et le cas précis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au, au Congo Kinshasa. Je te remercie de m'avoir convié. Je salue les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et ou nous regardent. J'espère que avec ce petit moment, hein, on va donner on va donner une idée, hein, de ce qui se passe aujourd'hui au 19 août. Que se passe-t-il? Comme tu me dis, je trouve que l'opinion, hein, c'est pas seulement l'opinion congolaise, hein, mais c'est l'opinion en général dans les pays des Grands Lacs. Elle semble perdue en fait, hein. Nous ne sachons pas.
ce qui se passe réellement, hein, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais et avec ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Un accord de paix a été signé le 27 juin, hein, entre le Rwanda et, et la RDC, le Congo, et qui vraiment mettait en avant les aspects d'intégrité territoriale, de la souveraineté, les aspects de désengagement, donc de désengagement, de désarmement même, d'intégration conditionnelle des rebelles du M23 et de l'AFC, et des questions même de coordination d'une économie régionale, quelque part, hein. Les éléments étaient là. Et sous la houlette sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Et les gens pensaient que, parce que c'est une grande puissance qui est médiatrice, ces accords allaient être mis en vigueur. Maintenant, on se rend compte que non. On est vraiment dans la pertinence de se poser la question, pourquoi ces accords? Est-ce que ce n'est pas vraiment le moment de relancer les vrais problèmes qui se posent euh, pour la RDC avec le Rwanda, dans ses relations avec le Rwanda, en particulier justement ce problème de souveraineté d'un pays qui a, le Rwanda, le gouvernement de Kigali, qui a envahi la RDC, les questions de pillage de ressources énormes de ce pays pendant maintenant plus d'une trentaine d'années, et la tragédie qui a emporté des dizaines de millions de Congolais et de Rwandais. Et est-ce que ce n'est pas maintenant vraiment le moment de poser la question, parce que nous avons vu que dans le gouvernement congolais parle aujourd'hui et a acté le génocide, le génocide, est-ce que ce n'est pas maintenant vraiment le moment de mettre en avant, de le mettre à l'agenda pour que le Rwanda comprenne la mesure et l'ampleur de la dévastation du Congo et de l'ensemble de la sous-région et des Congolais et des Rwandais, pour que peut-être il y ait une pression énorme que le Rwanda puisse quitter, puisse quitter le Congo, et que ce pays puisse recouvrer son autonomie, sa liberté de se déterminer et de se diriger comme il a envie. Voilà, c'est un peu en préambule ce qui se passe, parce que on voit l'opinion est perdue, parce que il y a la reprise de la guerre. Il y a la reprise de la guerre aussi. Et donc, c'est ces aspects-là que j'aimerais qu'on puisse vraiment restituer à nos auditeurs, à nos auditrices. Que se passe-t-il? Qu'en est-il justement de ces reprises des hostilités? Qu'en est-il de l'accord de paix entre le Rwanda et, et la RDC? Qu'en est-il des négociations de Doha entre le gouvernement congolais
et son opposition armée. Voilà ce que j'aimerais qu'on puisse aller très rapidement mettre le focus sur ces questions-là. Alors, merci beaucoup. Nous allons voir ensemble un article qui a été publié par RFI il y a 24 heures. On le lira et puis on verra exactement, parce que c'est quand même un média mainstream qui suit beaucoup l'actualité chez nous, même si elle n'est pas toujours favorable aux positions de Kinshasa. Souvent RFI, comme les autres médias français, France 24 et autres, on a l'impression qu'ils épousent les positions de Kigali, même si de moins en moins, ils le marquent. Ils deviennent de plus en plus neutres, je pense. Alors, on va lire l'article très rapidement. Je suppose que vous le voyez, c'est pour Oui, aussi que nos auditeurs et nos téléspectateurs puissent visualiser l'article s'ils ne l'ont pas déjà lu. Alors, le titre, c'est Paix en RDC, entre restauration de l'État et projet fédéral. Le bras de fer entre Kinshasa et l'AFC M23. Un projet d'accord de paix a été transmis au mouvement armé AFC M23 et au gouvernement de la RDC par le médiateur qatari. L'annonce a été faite le 17 août par un responsable qatari au fait des négociations de Doha. Ces pourparlers qui auraient dû s'ouvrir dès le 8 août pourraient finalement commencer cette semaine, c'est-à-dire celle-ci. Les deux parties, l'AFC M23 et Kinshasa, je veux dire le gouvernement congolais, plutôt que Kinshasa, parce qu'ils auraient pu aussi dire Goma et Kinshasa, ont d'ailleurs confirmé dimanche 17 août la possibilité de relancer les discussions. Quel est l'état d'esprit des protagonistes et que peut-on attendre de cette nouvelle séquence de négociations qui s'annonce délicate? Une fois encore, c'est un texte de RFI, ce n'est pas notre texte. Là, vous voyez autour de la table les négociateurs. Lui, il représente le gouvernement congolais et monsieur représente l'AFC M23. Alors, le représentant de la RDC, Sumbu Sitamambu, et le secrétaire exécutif de l'AFC M23, Benjamin Mponimpa, lors de la signature d'un accord de principe, ça il y a 2 semaines, entre les deux parties à Doha, au Qatar, le 19 juillet, il y a plutôt un mois, 2025. RFI. Alors, nous lisons l'article proprement dit. Un accord de paix global. C'est ainsi que le gouvernement congolais, le mouvement rebelle AFC M23 et la facilitation qatari désignent le texte en préparation. Notez le mot global, c'est-à-dire qui concerne pratiquement tous les domaines concernant la vie congolaise. L'objectif affiché n'est pas de traiter une seule question, mais un ensemble de problématiques que les parties qualifient de causes, plutôt de causes profondes du conflit. Chacun ayant une petite liste des causes qu'il croit être à la base de ce conflit, de cette guerre. Ce n'est pas un conflit, c'est faible d'utiliser le mot conflit. Derrière cette formule, les divergences sont considérables. L'AFC M23 a mis sur la table une série de revendications jugées trop larges par Kinshasa. La restauration de l'autorité de l'État, point central. Pour le gouvernement, la priorité des échanges censés commencer cette semaine est claire. Le démantèlement de l'administration parallèle mise en place par le mouvement rebelle, le retrait et le cantonnement de ses combattants. C'est ce qui est inscrit, en tout cas, dans le protocole signé par les deux parties. L'AFC M23 rejette cette approche. Selon lui, tout est restauration de l'État. Selon lui, toute restauration de l'État doit être précédée d'un constat de faillite de l'État, d'une révision des accords passés qu'il estime non respectés et de réformes institutionnelles, une séquence qui, de l'aveu même du mouvement, ne saurait se limiter à quelques semaines de discussion. Autant dire que les discussions sont envoyées au calendrier grec, ce qui est la volonté des rebelles et du Rwanda. Le spectre d'une force tampon, à travers les réclamations du mouvement. Autre point sensible, celui de l'éventuelle mise en place d'une force tampon entre les forces armées de la RDC et FARDC
et les zones tenues par l'AFC/M23. Kinshasa refuse catégoriquement, jugeant qu'une telle configuration reviendrait à acter une partition du pays. Le gouvernement congolais espère plutôt voir la mission des Nations Unies MONUSCO jouer un rôle accru dans ces zones. Et même si ce cas de figure arrivait à être maintenu, l'AFC M23 souhaiterait que la mission onusienne ne soit pas une force combattante aux côtés des FARDC. Le débat sur la forme de l'État. L'AFC M23 pousse plus loin le débat en plaidant pour l'institutionnalisation d'un État fédéral en RDC. Une option, selon nos informations, que le président Félix Tshisekedi et ses proches écartent, considérant qu'il s'agit d'un projet de balkanisation. Le mouvement a néanmoins lancé une campagne en faveur de ce fédéralisme, allant jusqu'à produire et diffuser des dépliants pour promouvoir cette idée. C'est vraiment, en fait, c'est le point clé de leur revendication. Autonomie, balkanisation, et éventuellement poursuivre la guerre contre Kinshasa. Alors, point sur la gouvernance, les réfugiés et le nouvel ordre politique. La liste des sujets évoqués par le mouvement rebelle s'étend également à la gouvernance, justice sociale et nouvel ordre politique. Parmi les questions jugées les plus sensibles figure celle du retour des réfugiés congolais, notamment ceux installés au Rwanda. La FCM23 insiste pour être partie prenante dans la gestion de ce processus, au nom, disent les cadres du mouvement, du droit au retour des réfugiés majoritairement Tutsis congolais. Kinshasa, de son côté, rappelle qu'il reste le seul interlocuteur légitime. Ceci veut dire interlocuteur de la communauté internationale, interlocuteur du HCR et du Rwanda et des autres pays, et pas le M23. Le 24 juillet, une réunion ministérielle tripartite dite de haut niveau a rassemblé la RDC, ça c'est un rappel, la RDC, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés autour de cette question. La reprise attendue des discussions à Doha devra donc s'attaquer à ces multiples blocages. Au-delà de la terminologie de paix globale, ce sont bien des visions opposées de l'État, de son autorité et de son avenir qui s'affrontent. Ce n'est donc pas des questions subsidiaires ou secondaires qui sont abordées dans cet article ou dans les négociations de Doha. C'est plutôt des questions fondamentales qui touchent à l'existence même et à la vie et à l'organisation de la RDC. Alors, je suppose que, cher docteur Nkiko, je suppose que vous aviez lu cet article avant et certains autres. Est-ce qu'on peut y voir justement l'expression de paix en trompe-l'œil pour un observateur qui ne va pas en profondeur? Est-ce que ce n'est pas une paix en trompe-l'œil ou tout simplement l'exercice même? Est-ce que ça vous paraît sérieux ce genre de négociation où personne n'accepte même pas des bribes d'une partie de ce que l'autre propose? C'est là où vraiment on pourrait se poser la question à quoi servit justement cet accord de Washington, puisque au travers des questions qui sont posées, tout est remis à plat finalement. Tout est remis à plat. Cette question de force tampon, hein, donc c'est venu d'une proposition du Qatari, donc il a fait le Qatar a fait une proposition justement d'accord où il formule pour la mise en place justement des mécanismes multilatéraux de surveillance et de règlement de l'accord en quelques phases. Et il posait cette question d'une force tampon qu'ils appellent en fait force spéciale intérimaire.
cette force spéciale intérimaire est censée, pendant, pendant 6 mois au moins, donc répartie 50% euh, gouvernement congolais, 50% M23 AFC, pour pouvoir justement gérer la zone sous contrôle aujourd'hui du M23 et du Rwanda. Et cela dans une perspective toujours de restaurer l'autorité de l'État. Donc il y aurait cette phase-là, ces forces-là seraient là dans une première phase, justement pour pouvoir qu'il puisse y avoir restauration de l'autorité de l'État. Et c'est la première phase, on dirait, c'est à peu près pour 6 mois. Donc, ça veut dire à peu près l'année prochaine, hein, en 2026, en 2026 euh, on devrait avoir cette force mise en place et en train justement de travailler ensemble. Et cela ressent, et il est prévu qu'il ait un mandat de 5 ans renouvelable. Donc, quelque part, ce serait comme ce qu'ils ont, on a appelé mutualisation mixage. Mixage. Et donc, on voit que jusqu'au moment des élections, hein, aux élections de 2026, 27, hein, aux élections de 2027, hein, et cette force serait encore là. Et, et donc, on se rend compte que ça non seulement dans ce concept, ça ne joue pas, mais le problème, ce n'est même pas ce concept-là, c'est que les rebelles refusent, n'acceptent pas cette question de quitter, de dire non, ils ne sont pas d'accord avec ce document en disant nous n'allons pas quitter nos positions. Voilà. Et alors que le gouvernement congolais pensait confier davantage cette question au lieu de cette force spéciale, de cette force tampon, comme on a vu par RFI et on a vu dans le document, dans d'autres documents, vous voudrez le confier à la MONUSCO. Voilà, ça c'est un problème déjà de fond qui montre que si ça traîne, donc si on va de 6 mois à 6 mois jusqu'à 5 ans renouvelables, c'était fait accompli finalement euh, pour le M23 et la FC qui ils ne vont jamais quitter. Ils ne vont jamais quitter, et ils l'ont dit, ils ne vont pas quitter les territoires qu'ils contrôlent. On est donc quelque part à une partition de fait du territoire congolais. Alors, vous C'est le savez, risque. il y a un des points que nous avons lu là, dans l'article, Mhm. un des plus graves en fait, c'est celui aussi qui veut que, avant de commencer toute discussion, qu'on doit faire un constat que le Congo est un État en faillite. Oui, ça c'est extrêmement grave. Donc pour le gouvernement, la priorité des échanges censés commencer cette semaine est claire. C'est cette logique qui a été définie par euh, l'accord sur le cessez-le-feu permanent, le Mhm. démantèlement de l'administration parallèle mise en place par le mouvement rebelle, c'est-à-dire l'administration, les nominations qu'il y a eu, les gouverneurs, les fonctionnaires de la ville de Goma et autres, de Bukavu, tous ces fonctionnaires devraient cesser leurs fonctions, et qui serait suivi par le retrait et le cantonnement des combattants. Cela est écrit noir sur blanc dans la déclaration de principe. Et l'AFC rejette cette approche, c'est-à-dire qu'il rejette en fait l'ensemble de la déclaration de principe. Il n'y a pas moyen
de comprendre ça autrement, puisqu'ils rejettent l'idée même de quitter leurs positions actuelles. Selon l'AFCM 23, toute restauration de l'État doit être précédée d'un constat de faillite de l'État et d'une révision des accords passés qu'il estime non respectés et de réformes institutionnelles. Vous comprenez, l'AFC maximalise, bien sûr, maximise ses exigences et il prend les plus difficiles à faire passer pour poursuivre justement l'occupation et pour rallonger les délais de la fin de ces négociations et enfin l'avènement de la paix dans la région. C'est ça son objectif. Vous voyez Kinshasa, le gouvernement actuel du président Tshisekedi, qui n'est pas en faillite, comme le M23 le prétend, s'asseoir avec les rebelles, avec les agresseurs, ceux qui ont attaqué son pays, qui ont massacré des millions de citoyens congolais, qui continuent à massacrer les populations et à violer les femmes congolaises. Vous voyez le président Tshisekedi et son gouvernement accepter de se déclarer en faillite. À quoi servirait, dans ce cas-là, à quoi serviraient les négociations actuelles si c'est un État en faillite? Plus, évidemment, ce que vous venez de bien résumer, à mon avis, la force tampon. Une force tampon, de cette manière-là, ça rappelle la force tampon que le FPR de Kagame était parvenu à imposer au gouvernement de Habyarimana. À l'intérieur d'un pays, on n'installe pas une force tampon. Quand vous installez une force tampon sur le territoire d'un pays donné, comme aujourd'hui en RDC, ce que demande l'AFC et le M23, c'est institutionnaliser la partition du pays entre la partie gouvernementale, ce qui est le cas effectivement aujourd'hui, mais le gouvernement de Kinshasa ne peut pas officialiser ça. Une fois encore, donc, c'est ce qu'on a signé ne vaut plus, c'est effectivement une paix en trompe-l'œil. Vous pouvez poursuivre, si vous voulez, Tout à souligner un fait. autre Et là, point. vraiment, c'est très important parce que c'est la négation même, en fait, des accords, de l'accord intérieur. Hein. Mhm. Et si on est devant un État, on lui dit, on ne peut pas discuter avec vous parce que vous avez failli, ça veut dire et ce gouvernement doit démissionner et puis leur laisser la place, finalement. Tout à fait. Et, et là, on voit vraiment, on se pose la question, hein, à quoi servi ces déclarations, ont servi ces déclarations de principe qui étaient censées amener la confiance. Et puis après, cet accord de paix du 27 juin avec le Rwanda qui était même assorti maintenant même des déclarations de principe liées à, à la coopération économique, donc du partage de ressources du Rwanda, des ressources du Congo avec le Rwanda. Donc, ça, c'est une question de fond. On voit que tout ça est nié. L'autre aspect qui est nié, c'est ces aspects-là de la forme de l'État qui n'étaient même pas prévus dans le dossier, dans le projet Qatari. Et il ramène ce projet de forme de l'État qu'ils veulent. Donc, finalement, c'est une révision de fond en comble, finalement, de la forme de l'État. Ça prendrait combien de temps? Ça prendrait même avec des gens de bonne volonté, c'est un processus qui prendrait tellement longtemps pour que ça se passe. Et ça voudrait dire que les, la rébellion, hein, ces forces hostiles au gouvernement de Kinshasa seraient toujours en train de régir les deux grandes régions du Nord Kivu et du Sud Kivu, voire même jusqu'à Uvira. Et le pire, c'est que dans cette forme de fédéralisme qu'ils sont en train de proposer, c'est quasi l'indépendance des provinces. Quand on parle de
de pouvoir que chaque province, que les provinces devraient avoir leur propre armée, mais c'est rien d'autre vraiment. Hein. C'est un aspect régalien pour tout État, fût-il fédéral. Alors, comment ça va se passer si, si ils vendent justement ce projet de fédéralisme qui est finalement une partition, une indépendance, ils veulent une indépendance de toute la région de l'Est. Voilà. Et puis, ça montre vraiment le dessin, et puis ils sont appuyés par le Rwanda. On va le voir aussi quand vous allez, on va parler de la reprise des hostilités. Le Rwanda est derrière, parce que le Rwanda voit, comme on a toujours dit, le Rwanda ne quittera jamais la RDC, le Congo, parce que quitter la RDC, c'est sa fin, c'est la fin de ce régime. Ce régime pille les ressources, et ce n'est pas les ressources volées, pillées, qu'il peut entretenir son armée, qu'il peut euh, envahir le Congo et autre chose. Et donc, il peut pas quitter. S'il quitte, c'est sa fin. C'est sa fin. Et donc, on voit qu'on est à Doha finalement. Les négociations à Doha, avant même qu'il n'ait commencé, montrent qu'on est vraiment au point de départ. Même pas au point de départ. Les préalables ne sont même pas réunis pour pouvoir négocier dès lors qu'il n'y a pas une confiance, parce que pour négocier, il faut d'abord avoir confiance. S'il n'y a pas une confiance entre les deux acteurs, ça ne peut pas jouer. Donc, et puis qui dit confiance, qui dit négociation, dit certes, c'est vrai, euh, dit compromis par rapport à ce vous devez céder quelque chose et l'autre doit céder quelque chose. Mais là, ils sont maximalistes. Ils sont maximalistes. Et là, c'est vraiment cet enjeu de balkanisation, de partition du pays, il est là. Et je ne sais, il est là et cet enjeu que le Rwanda a envie finalement, c'est pas les rebelles qui veulent l'Est parce que ces rebelles, ils sont combien de Congolais dedans? Mais la majorité, c'est des soldats rwandais. Donc, du Rwanda qui veut, pour sa survie économique et politique, qui veut rester au Congo. C'est vraiment ces deux enjeux essentiels et je ne sais pas si la communauté internationale, si les Congolais, si les Rwandais réalisent dans quel guêpier nous sommes entrés. Alors, j'ai vu une vidéo où on montre Monsieur Nanga Corneille qui se déclare l'empereur du Kivu, en fait, parce qu'il dit que si l'on veut parler du M23, il dit c'est moi le boss, c'est moi le patron. Si vous voulez parler de l'AFC, c'est moi. Si vous voulez parler de Twirwaneho dans le sud, c'est moi aussi, c'est moi le chef. Ce sont les termes qu'il utilise. Donc, il est devenu le chef de toute cette galaxie rebelle terroriste, en fait. Nanga, il le dit, et pour lui, à Kinshasa, il n'y a plus de gouvernement, c'est lui qui dirige la RDC. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit un langage aussi instrumentalisé par Kigali? Parce que, pour finir, le retard de signature d'un accord, au-delà de ce cessez-le-feu permanent qu'on nous a vendu, le retard de signature d'un accord définitif arrange le Rwanda, parce que le Rwanda serait obligé d'aller à Washington signer l'accord définitif. Et ça le dérangerait beaucoup. Le Rwanda, Kagame en tout cas, ne souhaite pas que le processus se termine de manière souhaitée par tout le monde, par toutes les populations de la région des Grands Lacs, par Kinshasa, par le Burundi et d'autres.
Je rappelle que maintenant, le Rwanda menace de manière claire d'envahir le Burundi parce que dans les déclarations les plus récentes, que ce soit celle de Kabarebe et même de Kagame et des autres services de l'armée rwandaise, ils disent que maintenant les FDLR ont quitté la RDC, alors qu'hier encore ils nous disaient qu'ils étaient du côté de Walikale dans les forêts congolaises du Nord Kivu. Maintenant ils disent que tous les FDLR ont quitté la RDC et ont été transférés au Burundi pour attaquer le Rwanda. Vous voyez, ça c'est une déclaration de guerre en fait contre le Burundi. Il justifie l'attaque et l'agression de la RDC par la présence des FDLR. Et maintenant, il nous dit que les FDLR ne sont plus au Congo, mais au Burundi. Ça veut dire que, selon la même logique, Kagame devrait ou va attaquer le Burundi. La guerre continue, fait le tour au Burundi demain. Mais pour revenir à Doha. Mais s'il dit ça, alors si les FDLR sont au Burundi, il doit quitter le Congo. C'est ça, il n'a qu'à quitter le Congo pour se concentrer sur les FDLR au Oui, oui, Burundi. parce que les FDLR ne sont plus au Congo. Donc, ce Donc, qu'il appelle la cause profonde, mais il se piège. il se piège. Il Mais se vous savez, piège. c'est Oui. une façon de dire, ben, j'ai déjà atteint mon objectif, j'ai neutralisé les FDLR en RDC, et les rémanences de ce mouvement se trouvent maintenant au Burundi. Bah, il n'a qu'à aller les chercher au Burundi, effectivement. Oui, mais ce régime de Kagame ne peut pas vivre sans guerre. En tout cas, ils ne peuvent pas attaquer le Burundi. Ou qu'ils l'essayent, et on verra le résultat. Mais en toute désespérance, désespoir de dire le tout pour le tout, il peut. Hein. Et s'il le fait, ça veut dire qu'il devrait d'abord retirer ses troupes de RDC. Et deux fronts, il peut être fort comme il le prétend, mais ça ne tiendra jamais. Alors pour revenir justement Oui. au retard, ou plutôt ouais, voulu par l'armée rwandaise, par le gouvernement rwandais et par les rebelles, eh bien, ça se transfère dans l'autre domaine, ça se transforme en affrontement militaire. C'est la preuve même que la paix que nous avons, nous, accueillie avec ferveur, avec beaucoup nous avons été très, très, on dira naïfs peut-être, à accepter ce fameux cessez-le-feu qui avait l'air d'une solution à tout. Mais maintenant, la guerre a continué. Nous parlons d'affrontement pour alléger le poids de cette guerre, en fait. Mais la guerre s'est poursuivie et s'est même aggravée. La preuve, c'est le communiqué le plus récent, en tout cas, parce qu'il en a déjà fait d'autres. Le communiqué du porte-parole de l'armée congolaise, le général Ekenge. Je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez ce communiqué, monsieur Nico? Numéro 24 d'aujourd'hui, oui. Oui, oui, c'est un communiqué d'aujourd'hui. Mhm. C'est un communiqué d'aujourd'hui qui montre la gravité de la situation sur le terrain, en fait. Il y a Doha, il retarde les négociations, il continue à harceler la délégation congolaise. Kagame, qui aurait dû déjà partir pour Washington, n'y est pas allé parce que tout simplement, ils attendent le résultat de Doha. Et voilà le communiqué diffusé aujourd'hui Mhm. par le porte-parole de l'armée congolaise, le général Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, général-major. On va lire ce communiqué à toutes fins utiles parce que beaucoup ne l'ont peut-être pas encore lu ou vu. Je lis. République démocratique du Congo, Forces armées, État-major général, bureau du porte-parole. Communiqué de presse numéro 24 du 19 août 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo alertent pour la énième fois l'opinion nationale et internationale sur d'incessantes et multiples attaques perpétrées par la coalition AFC M23 et alliés contre leur position
au nord Kivu et au sud. Les forces armées alertent sur les attaques perpétrées contre leur position. Pour que la phrase soit claire, c'est les positions des FARDC au nord Kivu et au sud Kivu qui sont attaquées par l'AFC M23 et bien sûr l'armée rwandaise. Même si ici le général ne le dit pas, d'ailleurs, moi je crois que c'est une erreur de narratif. Hein. La vérité c'est que c'est l'armée rwandaise qui se bat et que l'AFC et le M23 sont utilisés comme force supplétive. Et d'ailleurs, souvent, les gens sur place nous disent que c'est l'armée rwandaise qui est habillée en uniforme de l'AFC M23, mais c'est elle qui se bat contre les FARDC et les Wazalendo, au nord et au sud Kivu. En général, si vous pouvez m'entendre, veuillez quand même revoir votre formulation. C'est l'armée rwandaise, même si parfois, sur le plan diplomatique, on préfère ne pas le dire, mais c'est ça la vérité. Alors, à titre illustratif, au nord Kivu, la position de la force navale de Musenda, au bord du lac Édouard. La position de la force navale de Musenda, au bord du lac Édouard, c'est-à-dire les FARDC, en territoire de Lubero, a été attaquée le 11 août 2025, il y a quelques jours de ça, une semaine exactement. Au sud Kivu, plusieurs positions des forces loyalistes, les forces FARDC et les Wazalendo, je suppose, ont fait l'objet de plusieurs attaques. C'est le cas de Mulamba, dans le territoire de Walungu, le 12 août 2025, de Luindi et de Muhuzi, dans le groupement de Kigogo, en territoire de Mwenga, le 16 et le 18 août, c'est-à-dire hier, le 18 août 2025. De Gahuruza, Chimbulungu, en territoire de Walungu. Ici, ce n'est pas Walungu, je suppose, c'est Walungu. Le 17 août 2025. De Nzibira Centre, Kankinda et Nyamurege, en territoire de Walungu, le 18 août 2025. Quand j'ai dit Walungu, c'est sans doute un autre village, et Walungu, c'était hier. Ces attaques menées en violation flagrante et intentionnelle de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha visent à saboter les efforts entrepris et à mettre à mal les différents processus destinés à ramener une paix durable dans la partie orientale de notre pays, c'est-à-dire de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent les médiateurs américains et qataris à témoin face à ces violations récurrentes du cessez-le-feu qui, non seulement compromettent les pourparlers de paix, mais aussi et surtout sont à la base des tueries et des déplacements massifs des populations civiles. Désormais, les forces armées de la République démocratique du Congo sont obligées de prendre des mesures qui s'imposent pour répondre à toutes ces provocations, mettant en péril la vie des paisibles populations civiles. Kinshasa, le 19 août 2025, Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, général-major, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà le communiqué que l'armée congolaise a sorti aujourd'hui, a publié. Bon, la phrase qui termine ce communiqué peut donner l'impression que le Congo a une position de faiblesse, parce que il m'en dit quasiment, enfin, il appelle la communauté internationale et les Congolais et les Congolaises, le monde entier à témoin, comme pour dire, nous nous sentons agressés, nous sommes en bon droit pour répliquer, pour réagir à ces attaques. Il dit, désormais, les forces armées de la République démocratique du Congo, comme si ce n'était pas le cas hier et avant-hier et avant, sont obligées de prendre des mesures qui s'imposent pour répondre à toutes ces provocations mettant en péril la vie des paisibles
population civile. En réalité, en réalité, il a raison, le général Ekenge, parce qu'il y a eu signature d'un accord de paix à Washington. Et récemment, donc, il y a eu signature d'une déclaration de principe où on reconnaît que les deux pays, les deux parties acceptent un cessez-le-feu permanent. Donc, il est tout à fait normal que le porte-parole de l'armée congolaise dise ben, nous sommes agressés, nous allons devoir répliquer, nous allons devoir nous défendre. Parce que les violations de ce cessez-le-feu ne viennent pas de leur côté, mais de l'armée rwandaise et des rebelles. La seule grande observation que je fais, mais là aussi je suppose que Kinshasa a des raisons d'utiliser cette terminologie où il parle d'agression de l'AFC M23 seulement, sans parler de l'armée rwandaise. Moi, je ne le dirais pas malgré les exigences de diplomatie qui peuvent quand même mettre à mal la souveraineté du pays. Si on continue à donner trop d'importance au M23 et à l'AFC, alors que c'est l'armée rwandaise qui se bat, alors que c'est le gouvernement rwandais qui contrôle la situation, qui gère la guerre et tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ces affrontements qui se multiplient tous les jours, quasiment depuis une semaine, selon ce communiqué? Et il y en a d'autres. Il y en a qui. Donc, il n'a pas parlé de Calais, par exemple, alors qu'il y a des affrontements tous les jours. Il n'a pas parlé des affrontements de Bukavu, de Goma, des populations qui ont été assassinées et massacrées récemment. Voilà, donc il ne peut pas tout mettre dans un communiqué, mais ce qu'il y a déjà dans ce communiqué démontre à suffisance que effectivement il n'y a pas de paix et que les espoirs de paix, quand vous ajoutez ces affrontements euh, aux argumentations avancées par l'AFCM 23 à Doha, ben, vous comprenez que ces gens ne veulent pas la paix, tout simplement que ça ne les arrangerait pas d'avoir la paix. Alors votre analyse, docteur Agnier, quoi? Oui, tout à fait, parce que vous avez complètement raison, hein, en disant que ce communiqué manque quand même un aspect essentiel. C'est l'armée, elle n'est pas tenue à des entourloupes diplomatiques. C'était l'occasion ou jamais de parler du rôle de l'armée rwandaise, que c'est l'armée rwandaise. Parce que le gouvernement rwandais, lui, ne prend aucun gant, hein, pour condamner ce qui se passe au Congo, etc. Et là, voir l'armée ne pas nommer le, le vrai agresseur, que c'est le Rwanda, que c'est l'armée rwandaise, ça, je trouve quand même très faible. Et c'est tout l'enjeu, en fait, aussi de cet accord de paix. Cet accord de paix qui a pensé épargner de dire les choses vraies en disant que le Rwanda est agresseur et il doit être reconnu comme tel et il doit être, il doit répondre de ça. C'est vraiment très important. On voit que finalement, cet accord est un trompe-l'œil. Ils profitent de ça parce qu'ils savent que on ne va pas parler d'eux et donc ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un problème très important. Et vraiment, on voit que j'ai même appris que le consulat du Burundi à Bukavu avait été pillé par le M23 et l'armée rwandaise. Et donc, c'est quand même terrible ces choses qui se passent et beaucoup de déplacements de population. On parlait, mais il n'a pas mentionné, mais à Djougou, là, on parlait de plus de 80 000, j'allais dire 80 000, comme on dit, plus de 80 000 déplacés et des morts, des viols à tout va. Et donc, c'est vraiment un grand problème.
je peux dire quand même que, bon, il a averti la communauté internationale, mais j'ai vu que, encore une fois, je pense que la Belgique elle joue un bon rôle au niveau de l'Union européenne. Et elle est quand même, elle a été à la base d'un communiqué, d'un communiqué justement est, qui est contre cette reprise des hostilités et qui a fait que l'Union européenne a sorti un bon communiqué sur cet aspect-là, de condamner ces reprises des hostilités et exiger que les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 de l'AFC restent d'accès. Le, les États-Unis aussi l'ont fait, mais j'ai vu qu'ils minimisaient encore, hein, et disaient que c'est pas encore OK, il y a ça, mais c'est pas encore vraiment assez fort pour dire que l'accord de paix est en jeu. Oui, mais avec une petite menace que des sanctions diplomatiques ou des sanctions punitives peuvent être euh, déployées contre le M23 et j'espère aussi contre le Rwanda. Voilà. Et donc là, vraiment, je trouve qu'on on devrait aller voir, devrait aller voir les États-Unis imposer la fin de la guerre, la fin des hostilités. Donc, au-delà du cessez-le-feu, imposer ça, le dire. Et l'accord de paix a été signé, maintenant il faut le mettre en place et, et on commence les choses. Mais si on continue à tergiverser, j'ai bien peur que ce que tu caractérises d'accord trompe-l'œil, ça va être juste pas d'accord du tout, que l'accord a été complètement rompu. Et alors, quelle crédibilité pour ces accords-là. Je trouve, comme j'ai dit au début, c'est vraiment le moment que le Congo, la RDC, sortent ses vraies revendications d'un État qui a agressé le Rwanda, d'un État qui a tué des millions de ses citoyens et des réfugiés rwandais, d'un pays qui est d'une rébellion qui pille les ressources, et vraiment le mettre en avant, demander à ce que cela, ces crimes, ce pillage soit reconnu et sanctionné et indemnisé. Et là, vraiment, et pour que, et pour que le Congo ne soit pas seul, hein, pour que le Congo ne soit pas seul, il pourrait vraiment avoir tout un élan, en tout cas dans les pays, en tout cas au moins dans les pays des Grands Lacs, au moins dans les pays des Grands Lacs, un élan de solidarité et qui aide justement, qui aide la RDC à revendiquer tout ce qu'il reproche de fond au gouvernement rwandais. Je vois qu'au niveau justement de l'Union européenne, je salue hein, Belgique qui reste quand même très active, très, et qui suit. Et j'espère que la France va aussi continuer à ne pas trop tergiverser. Et voilà, on peut vraiment espérer ça et que enfin, comme on voit ce qui est en train de se passer en Ukraine, que peut-être le président Trump soit beaucoup plus déterminé, parce qu'il a été très clair hein, vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Union européenne, de dire, moi,
voilà, c'est la paix. Il faut qu'on aille à la paix et puis on y va. Donc, on a besoin aujourd'hui vraiment d'une réaction très forte du gouvernement congolais et qu'il soit appuyé, justement pour qu'il ne soit pas seul, qu'il soit appuyé par toutes les bonnes volontés. En tout cas, je pense que au Rwanda, les Rwandais de la diaspora ne diraient pas non, hein, donc à appuyer ces mouvements, ces revendications, cette lutte congolaise. Voilà ce que j'aimerais dire par rapport à cette reprise des hostilités et d'une manière générale, finalement, hein, en lien avec cet accord de négociant des accords de Doha qui n'ont pas encore commencé et j'ai bien peur qu'elles ne s'éternisent. Voilà, merci Je bien. vous remercie beaucoup, cher Nico Sengimana. Alors, je vais lire deux, trois messages d'auditeurs, hein, de téléspectateurs. Alors, d'ailleurs, c'est du même Mokpalu Zorokota qui écrit, Zorokata, pardon. Le M23 AFC applique les mêmes méthodes euh, qu'a utilisé le FPR, APR, avant l'attaque de l'avion, avant l'abattement ou l'abattage de l'avion de la Biarimana. Il a parfaitement raison. C'est comme ça que le FPR jouait à faire traîner les négociations d'Arusha. On y est déjà revenu dans une de nos émissions, mais on reviendra à ça parce que c'est un modèle de manipulation d'un processus de négociation qui n'en est pas un. Oui, Deuxième c'est message, oui, voilà, il dit très bien résumé, M. Nhiko. Le Rwanda ne quittera jamais la RDC par négociation. Le Rwanda ne quittera la RDC que par force, ce qui engendrera son écroulement. Alors il ajoute, s'agissant du Burundi, stratégiquement, pour que le Rwanda puisse attaquer deux fronts, RDC et Burundi, il lui est impératif de conquérir la vallée de la Rusizi, ce qui explique son acharnement à vouloir attaquer Uvira et le Burundi, bien sûr. Il ajoute, la Belgique connaît les tenants et les aboutissants de cette guerre, et c'est ce qui irrite fort Kagame. Il faut rappeler ici que le ministre belge est même allé à Brazzaville. Parce que, vous savez, il se passe des choses des deux côtés du beach Mobila, Brazzaville, grouille d'espions rwandais qui n'attendent qu'un signal pour venir déstabiliser Kinshasa. Ça, c'est connu. Il y a même une présence de militaires, même si apparemment le projet de construction de village de Maluku du côté congolais de Brazzaville, ce projet il n'a pas cessé, mais il a été ralenti par des réclamations et des protestations du peuple congolais de Brazza. Et je pense que c'est un bon exemple. Les Congolais ont ouvert l'œil, ils ont dit, mais que viennent faire ces militaires rwandais ici chez nous à Brazzaville? Ils ne sont pas frontaliers avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sinon de vouloir contourner l'armée congolaise par justement Brazzaville? Et le ministre belge donc a compris. Et apparemment, il est allé aussi pour jouer au médiateur, pour expliquer au président Sassou que son jeu risque d'être dangereux pour toute la région et pour Brazzaville aussi. C'est pas que pour la RDC. Le Congo-Brazzaville pourrait payer un prix très très lourd s'il s'amuse à soutenir Kagame de ce côté-là. Alors voilà, autrement, avant de mettre fin à notre émission, je demande bien sûr à tous ceux qui nous ont suivis. Euh, je vois qu'il y a eu quelques likes, même si les likes, c'est pas le plus important, mais ça nous aide à, quand il y a beaucoup de likes, c'est ce que nous souhaitons, ça sécurise un peu notre émission. Alors allez-y, likez, partagez l'émission et surtout faites carrément campagne pour que notre chaîne soit regardée par le plus de monde qui pourrait s'abonner et augmenter le nombre d'abonnés de notre chaîne.
chers collègues, cher ami Nico, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission comme d'habitude et euh, apporté la chair qui lui manque parfois. C'est une émission qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de passer par semaine, malheureusement, parce que et vous et moi, on n'est pas toujours disponibles aux heures que nous souhaiterions mettre dans cette émission. Mais on va étudier ça. Si on peut le faire 2 fois par semaine, pourquoi pas? À côté des autres émissions. Mais des analyses comme ça, ça permet à la chaîne de gagner en profondeur. C'est ce que je crois. Et c'est ce que d'ailleurs beaucoup nous disent. Alors je vais vous remercier vraiment d'avoir participé à cette émission. Et bien sûr, dire merci à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs, ceux qui ont suivi en direct cette émission et ceux qui demain ou les jours qui suivront vont nous suivre, vont suivre cette émission, regarder cette émission. Et en attendant ça, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.